Salut cher réseau. Dans l'inconscient collectif, le hacker, c'est Kevin, 17 ans, sa bande de potes, son ordi, sa pizza, et aucune vie sociale. Merci Hollywood. Je te le fais pas dire. Même si cette description correspond à une petite partie des pirates informatiques, vous verrez que c'est malheureusement très loin de la réalité. Mais voyons ça en détail. Dans l'histoire de l'informatique, on a trop souvent fait l'erreur d'essayer de catégoriser les pirates. Dans les années 80, on a tenté de les regrouper selon les technologies piratées. Les terminologies les plus connues étaient à l'époque les hackers qui pénétraient les systèmes à distance, les crackers qui eux contournaient les sécurités logicielles, les frackers qui s'intéressaient plus à la téléphonie, téléphonie fixe et téléphonie mobile, et enfin les breakers dont le simple but était de mettre tout à feu et à sang. La limite évidente de ce genre de classification est que malheureusement les pirates ne se cantonnaient pas à une seule catégorie. Plus tard, le terme de hacker désignera l'ensemble des pirates et pas uniquement ceux qui pénètrent les systèmes à distance. Dans les années 90, nous avons tenté une autre classification, mais cette fois-ci en utilisant les intentions. Il y avait le white hat, les gentils hackers qui vous aidaient à corriger les failles, les black hat qui trouvaient les failles et les exploitaient à leur compte, et les grey hat, ceux en fait qu'on n'arrivait pas trop à catégoriser. Même si aujourd'hui la cybersécurité a abandonné ce genre de classification très manichéenne, les vieilles habitudes ont la vie dure. À ce jour, on va plus essayer de se servir des motivations de chacun de ces groupes afin d'essayer de les définir et d'anticiper leur comportement et leurs actions. Un petit schéma vaut mieux que 50 explications. Pour avoir une idée du type de hacker auquel on a affaire, admettons un graphique comme celui-là. Sur l'axe vertical, on placera le niveau de criminalité de notre groupe. Et sur l'axe horizontal, son niveau d'implication et de revendication idéologique. L'erreur serait ici de considérer ces motivations comme étant exclusives au sens booléen du terme. Dans ce graphe, plus on va augmenter le niveau de criminalité de notre groupe, plus on aura affaire à des organisations mafieuses structurées avec pour seul objectif la rentabilité et une absence de sens moral. De plus on va augmenter l'implication idéologique, plus les attaques seront ciblées, mais selon une logique qui leur est propre. En bref, ici, on aura les organisations mafieuses et criminelles. Ici, les organisations idéo-terroristes. Ici, les groupes de revendication. Et puis enfin là, Kevin. Il n'en est pas moins plus dangereux. Il a juste un peu plus de sens moral, mais surtout un but affiché pour ce qui est de foutre la... Vous m'aurez compris. Dans l'histoire, les idéologies ont servi de prétexte à la quasi-totalité des conflits entre êtres humains. Il en va de même pour les pirates qui se font connaître pour avoir rendu indisponible telle ou telle grosse infrastructure. C'est justement l'une des plus grandes différences qui existent entre la cybercriminalité et les pirates à idéologie. Les partisans ont besoin de se faire connaître et ont besoin de coups d'éclat pour revendiquer leurs actions. C'est pour ça que je parle ici de cyberterrorisme. Pour faire un parallèle avec la vie réelle, nous parlons ici de poseurs de bombes. Sauf pour des raisons financières, ils ne viseront que des cibles ayant un impact considérable sur l'opinion publique et également servant leurs intérêts. Par exemple, il y a assez peu de chances qu'un groupement idéologique d'extrême gauche fasse péter une bombe à la fête de l'UMA, mais il en va de même pour un groupement d'extrême droite qui ne fera pas péter de bombe au défilé de Marianne. De ce fait, plus un groupement défendra une idéologie, plus ses attaques devront être spectaculaires, voire destructrices, et passeront rarement inaperçues. Ces organisations sont structurées comme des sociétés au sens économique du terme. Elles disposent de services RH, de commerciaux, de
lieu virtuel pour les ventes, d'équipes techniques et opérationnelles, et elles louent même leurs services à condition qu'on y mette le prix. Ce qui les caractérise, c'est la discrétion et l'absence de morale. C'est plus elles vont loin dans la criminalité, plus elles sont prêtes à tout pour la rentabilité, mais sans se faire prendre. Leurs attaques sont la plupart du temps des piratages de masse, tels que les phishing ou autres méthodes de pénétration les plus discrètes possibles. Une fois à l'intérieur, votre entreprise sera analysée de fond en comble et un plan d'action, un plan d'attaque sera établi afin de pouvoir vous soutirer le plus d'argent possible. Les données seront extraites pour être vendues sur le dark web et si toutefois votre potentiel de rentabilité est très important, un petit ransomware pourra vous être envoyé, histoire de vous en prendre un petit peu plus. Mais c'est pas obligatoire, vu qu'il recherche surtout la discrétion. Je mets tout de même un petit bémol sur la volonté de discrétion, car certains de ces groupements pirates, pour se faire connaître, vont avoir besoin d'un bon coup d'éclat et pour pouvoir vendre leurs données plus facilement sur le dark web et à des prix plus intéressants. Bah Kevin, vous l'aurez compris, on ne peut pas vraiment parler d'organisation criminelle, ni d'idéoterrorisme. On va surtout parler d'une bande de potes qui ont envie de faire les malins et sans vraiment trop savoir où ils mettent les octets. Il y a tout de même une petite recherche de notoriété, ce qui les rendra plus facilement détectables lors de leur piratage. De plus, ils cibleront quasiment à coup sûr leurs potes de lycée, leur bahut, le club de bridge ou la mairie du coin, leurs professeurs, voire peut-être la société du coin ou une société un petit peu plus grosse, histoire de faire un coup d'éclat et qu'ils voient un petit peu comme un challenge. Je vais faire ici un distinguo très important. Regardez des films sur des sites pirates, des sites de streaming pirates, télécharger des films de façon illégale, ou encore détourner les fonctionnements d'un VPN pour obtenir le catalogue de la plateforme VOD à la mode, ça s'appelle pas du piratage. Ça s'appelle du vol. Du vol qualifié, du vol de droit d'auteur, du contournement de droit, mais c'est en aucun cas du piratage. La meilleure des solutions est d'anticiper ces attaques et de bien s'y préparer. Pour cela, il y a énormément de méthodes, il y a beaucoup de choses à faire. Les coûts ne sont pas forcément astronomiques, mais il faut faire appel à un professionnel, comme moi, pour vérifier si votre infrastructure est suffisamment protégée contre ce genre de choses, et également voir si votre reprise d'activité est faisable très rapidement. Par définition, ne faites pas confiance à une solution clé en main, parce qu'elle n'est pas particulièrement adaptée aux petites structures. Elles ont été bien souvent créées, ces solutions, dans un but de rentabilité, avec des coûts les plus bas possibles et une revente la plus chère possible. Avant toute chose, faites faire un diagnostic de votre infrastructure, lisez bien les préconisations qui vous sont faites et n'hésitez pas à vous les faire expliquer dans des termes compréhensibles. Un vendeur de solutions cherchera à noyer le poisson dans des termes très techniques pour essayer de vous vendre des choses qui ne vous correspondent pas. Voilà, nous avons brossé l'essentiel du sujet concernant le pirate qui es-tu. Je dirais que connaître son ennemi, c'est déjà le premier pas vers la protection. Alors, en attendant, protégez-vous, soyez vigilants et ciao!